Merci au professeur Cyril Nourissa de nous avoir proposé non pas seulement une analyse de l'esprit du projet de la codification, mais également un menu gastronomique dans notre belle capitale des Gaules, qui en connaît d'autres de menus gastronomiques, n'est-ce pas? Nous allons ce matin discuter le projet tel qu'il a été remis à nos collègues étrangers, puisque lorsqu'on fait un travail intellectuel de ce type, destiné bien sûr à la pratique, eh bien, il faut le soumettre. Le projet doit d'être soumis à l'appréciation critique, positive ou négative, ou mélangée d'ailleurs, je suis curieuse de voir ce que mes collègues vont dire, des spécialistes de la matière et pour aujourd'hui des spécialistes étrangers de la matière. Et ce matin, nous resterons au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, alors nous allons franchir fleuves et montagnes, le Rhin, les Alpes, etc. Et nous allons entendre nos plus proches ou plus lointains voisins, quelle est leur vue, quelle est leur analyse, quelle est leur appréciation du projet soumis à leur sagacité. Est-ce l'heure idéale de la codification? Est-ce que le contenu est idoine? Nul doute que nos collègues d'Europe, et puis après cet après-midi du monde entier, sauront nous faire partager une vision originale, riche et spécifique. C'est-à-dire nous tendre une sorte de miroir réfléchissant, et c'est ça qui est intéressant avec la pratique comparative proposée à nos collègues. Nous allons donc commencer par le Nord-Est avec notre collègue Patrick Wathelet de l'Université de Liège. Je n'en dis pas plus parce que nous avons déjà un peu de retard. Je vous demanderai à tous les deux de bien vouloir respecter le temps qui vous est imparti, 20 minutes, pour qu'on puisse ensuite discuter. Une pause s'en suivra et puis après la pause, nous aborderons alors la vision italienne et puis la vision de l'autre côté des Carpates, de Bucarest, de l'appréciation donc de notre projet de codification. Vous avez la parole, chers collègues, immédiatement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je tiens d'abord à remercier vivement le professeur Ludovic Payet et toutes les équipes de l'Institut de droit comparé, du Centre de recherche en droit international privé, de m'avoir invité à vous tendre ce miroir, à partager avec vous quelques réflexions modestes sur ce que m'inspire ce code. Alors, je ne sais pas si cette invitation, je la dois au fait que invitation dans la saison 3, parce que la saison 3 des colloques, je la dois au fait de ma ressemblance avec Mike Ross ou bien avec Harvey Specter, les deux acteurs principaux de la 15e saison, je crois, de cette série, que je regarde également avec mes enfants. Plus sérieusement, je crois que je la dois surtout à l'existence en Belgique depuis près de 20 ans d'un code, puisque le code belge a été adopté en 2004. Et que de l'eau a coulé sous les ponts, dans les fleuves et dans les rivières, et que cette expérience accumulée, expérience à la fois scientifique mais pratique avec ces dispositions du Code de DI privé belge de 2004, eh bien, permet, je crois, de jeter un regard, j'espère qu'il sera original, j'espère qu'il sera constructif, mais en même temps critique, sur le projet dont nous discutons aujourd'hui. Alors, pour structurer mon propos, je vais essayer de résister à une tentation de, finalement, de comparer des solutions particulières, adoptées de part et d'autre de la frontière. C'est une comparaison très des textes. Ce serait fastidieux. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, je pense. Pourquoi ? Parce que, au fond, c'est vrai, nos traditions juridiques sont fort proches, tradition belge et tradition française, mais les contextes sont quand même assez différents. Ne fût-ce que par la date. Le code belge a été inventé, imaginé, un code c'est aussi un récit, à la fin du dernier millénaire, puisque les travaux ont commencé en 95-96, et ça a pris un certain temps avant que le législateur n'accepte ou n'adopte ce code en 2004. Les travaux français, on vous l'a rappelé, ont commencé bien après, en 2020, et la période est quand même assez différente, ne fût-ce que parce qu'entre-temps, il y a un des fleuves du DI privé qui a bien grossi pour se transformer en un immense, je ne sais pas très bien ce qu'il y a au-dessus des fleuves, une mer, c'est le DI privé européen. Mais je crois que cette comparaison trait pour trait, elle serait aussi un peu présomptueuse. Pourquoi ? Parce que le code belge, il a le mérite d'exister, c'est vrai, mais ce n'est pas un modèle. Je pense qu'il faut prendre les codes nationaux comme des essais. Je dirais plutôt comme des maillons dans une chaîne, puisque finalement, cette histoire des codifications nationales, c'est une belle histoire de femmes et hommes qui, chacun dans leur ordre juridique, s'attellent à une entreprise de codification en prenant comme, je ne dirais pas comme exemple, mais en trouvant leur inspiration, comme l'a rappelé Cyril Nourissa avec brio, dans les maillons précédents de la chaîne.
Et je suis d'ailleurs trop conscient des défauts du code belge qui n'a pas vocation à servir d'exemple. Donc je résisterai à cette tentation. Ce que je propose de faire avec vous, c'est assez différent. Évidemment, je vous donnerai quelques exemples. Je tirerai profit des propositions pour illustrer mon propos, mais je vais le faire en regardant ce projet de code avec à l'esprit finalement ce que pourraient être les grands enjeux de la codification. La codification, toute codification, qu'elle soit une codification d'une branche de droit interne, matériel ou de droit international privé, doit répondre à certains enjeux, à certaines tensions. Et on peut essayer d'analyser, jeter un regard critique sur un projet de code en gardant à l'esprit ces questions fondamentales que tout rédacteur de code doit affronter et qui ont certainement été au centre des préoccupations des rédacteurs du projet de code dont nous discutons aujourd'hui. Alors, il y a de très nombreuses tensions, très nombreux enjeux. Certains sont génériques, traversent toute entreprise de codification, qu'il s'agisse de droit fiscal ou de droit de la procédure. Certains des enjeux, certaines des tensions sont plus spécifiques, plus propres à l'entreprise de codification de notre discipline. Pour structurer mon propos, je vais retenir deux enjeux. Le premier est générique et concerne toute entreprise de codification. Et évidemment, ça concerne la vocation première d'un code. Une codification doit servir à rendre un droit accessible. Le deuxième enjeu est plus spécifique à notre discipline, concerne la dialectique assez ancienne, mais qui est renouvelée, je crois, à chaque génération d'international privatiste entre le particularisme et l'universalisme. Alors, c'est un programme modeste, je commence tout de suite. Avec ce premier enjeu, le code, tout code a vocation à être un instrument destiné à rendre le droit plus accessible. Les destinataires du code, ce sont pas seulement les chercheurs et les scientifiques, mais ce sont d'abord et avant tout les praticiens. Donc un code doit avoir vocation à rassembler des sources qui au départ sont disparates, éparses, en un seul ensemble, coordonné, cohérent, pour favoriser cette accessibilité matérielle, finalement, qui est la première condition de l'accessibilité du droit. Alors, on pourrait avoir une discussion sémantique sur ce que ça signifie, la codification comme visant à rassembler des sources du droit. Vous connaissez la distinction entre codification formelle et codification matérielle, mais au fond, je crois que derrière tout ça, un des enjeux d'une codification bien pensée, c'est cette possibilité d'améliorer l'accessibilité du droit. Et là, on constate tout de suite une différence importante. Parce que l'option du législateur belge au début de ce millénaire, elle est évidemment assez modeste. Le code de DI privé belge ne rassemble pas, loin s'en faut, toutes les dispositions de DI privé qui sont en vigueur en Belgique. Pas même toutes les dispositions belges, puisque Cyril l'a rappelé, cette distinction est très importante. L'entreprise de codification nationale a vocation premièrement à rassembler les dispositions nationales. Et bien, même quand on s'attarde aux seules dispositions nationales de droit international privé, il faut bien constater que finalement le législateur belge était assez réservé, puisqu'il a laissé subsister un nombre relativement important de dispositions en dehors du code. Je donne un exemple en matière d'adoption. Nous avons dans le code de DI privé belge des dispositions, mais des dispositions importantes qui sont des règles de conflit de loi, mais aussi des règles matérielles, subsistent dans le code civil. Ce qui frappe, c'est que le projet de code de DIP français est beaucoup plus ambitieux. Très ambitieux, je dirais même jusqu'à dire que c'est à ma connaissance le projet le plus ambitieux de ces dernières décennies. Et cette ambition, j'en trouve plusieurs marqueurs. Je crois que le premier marqueur, c'est simplement le souci de couvrir très largement l'ensemble des questions de la discipline. Le projet compte 6 livres. Il y a un livre qui, à mon sens, est totalement inédit. C'est le livre 5, consacré aux mesures provisoires et conservatoires. Je n'en ai pas trouvé d'exemple de répondants dans d'autres codifications. Et on vient de le rappeler, le livre 3 est aussi très original. Très, très original, consacré aux questions de procédure. Alors, c'est vrai qu'on trouve ici et là une disposition consacrée à la loi applicable à la procédure dans certaines codifications, mais c'est encore assez rare. On ne trouve pas, c'est pour moi une grande première, un livre entier consacré avec autant de détails aux questions de procédure. Je crois qu'il y a pas moins de 35 dispositions qui couvrent des questions fort diverses. Je crois que c'est vraiment, quel que soit le sort qui sera réservé au code, et ça, seul l'avenir nous le dira, ça va être vraiment c'est une balise. Je crois que c'est un moment de basculement. On sait bien ce que ça représente, cet effort de codification, c'est un effort de cristallisation de règles qui sont non seulement parfois disparates, mais aussi implicites, de règles qui sont contestées, qui sont hésitantes, et je crois qu'on ne pourra plus aujourd'hui parler des droits internationaux privés de la procédure sans faire référence à ce livre 3. Au fond, les seules questions qui sont absentes de cette tentative de codification, c'est l'arbitrage, mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu un choix politique. Évidemment, ça ne dénote pas dans le concert des codifications, puisqu'à part la codification suisse, les autres codifications nationales ne s'occupent pas d'arbitrage. Les immunités ne sont pas abordées, mais là, je crois qu'on s'éloigne quand même de ce qui fait le cœur du DI privé.
Donc on a au fond un projet de code qui est extrêmement ambitieux, et cette ambition, elle se reflète aussi dans les dispositions elles-mêmes. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de l'architecture, mais je vous dirais que si on devait comparer ce projet de code aux cathédrales ou aux églises qui jalonnent nos paysages, on est ici quand même dans la période au minimum du gothique flamboyant, voire même du gothique tardif. En Belgique, on parle parfois en néerlandais de gothique dentelle, donc des ouvrages extrêmement travaillés. Et ça se remarque parce que les dispositions sont impressionnantes par les détails qu'elles consacrent à différentes questions. Je m'attarde uniquement au titre premier, consacré aux règles générales. Je relève une disposition sur les conflits de nationalité qui est extrêmement précise et qui vise également la question de la mise en œuvre des conflits de nationalité dans le cadre de la mise en œuvre d'une règle de conflit de loi étrangère. Je crois que c'est vraiment inédit. On a une disposition qui prescrit une méthode de qualification. Alors ce n'est pas tout à fait inédit, le code québécois prévoit aussi une disposition sur la qualification de la loi roumaine, mais ça reste quand même assez rare. On a une disposition extrêmement intéressante, très exigeante, qui met en place un régime particulier relatif à la preuve du contenu du droit étranger lorsque la question se pose devant l'officier d'état civil. Cette disposition est merveilleuse, je pense, parce que c'est une question qui était délaissée par les législateurs nationaux, et évidemment, quand c'est délaissé, eh bien, le praticien est confronté à un vide, un vrai vide, et donc doit bricoler, comme on dit parfois, et là, au moins, on a un repère. On peut être d'accord ou pas d'accord sur le contenu de la disposition, mais elle mérite d'exister. Alors, un dernier exemple, qui là, je pense, relève plus de la... Pour reprendre la métaphore de Cyril Norissa, relève plus de la gourmandise, c'est l'article 14 alinéa 4, disposition qui prévoit comment le juge français doit s'en sortir lorsque les parties au litige produisent des avis de droit qui sont contraires. Eh bien, le juge doit organiser une confrontation entre les auteurs des avis. On tombe là dans un luxe de détails, et on pourrait se demander si cette disposition a sa place dans un code, mais au moins, les auteurs n'ont pas esquivé le débat. Ce problème se pose en pratique. Les avis, et je crois que nous, et je m'adresse ici à mes collègues, professeurs de droit, nous en sommes les responsables, puisqu'on est souvent sollicités pour produire un avis de droit sur notre propre droit, et on n'est pas toujours d'accord avec l'avis de notre chère et estimée collègue de la même juridiction. Elle sera utilisée de manière exceptionnelle, elle est là. Alors, c'est vrai que le code est très complet, le projet de code est très complet, il y a néanmoins quelques absences. C'est vrai. Quelques absences, quelques exemples. Il n'y a pas de disposition, sauf erreur, je l'ai peut-être omise, sur la solution à mettre en œuvre lorsque le droit désigné par la règle de conflit de loi est le droit d'un ordre juridique plurilégislatif. Ce n'est pas abordé, dans d'autres codes c'est abordé, c'est au fond... Alors, je crois que ça pourrait, le projet de code gagnerait à s'enrichir d'une disposition de ce type, mais ça reste un détail. Autre absence, les questions préalables. Mais là, c'est vrai que j'hésite. C'est une question plus de méthode que de législation. Et d'ailleurs, en droit comparé, c'est très rare. À part la codification néerlandaise, je n'ai pas trouvé de disposition sur les questions préalables. Ce qui est plus regrettable, je pense, c'est, et encore une fois, sous réserve de meilleur avis, parce que je ne prétends pas avoir lu l'ensemble des dispositions avec la même attention, c'est que je n'ai pas trouvé de clause d'exception. Et ça, c'est singulier. Pourquoi ? Parce que c'est un instrument qui est devenu classique depuis les années 70. On le retrouve dans les codifications nationales ou en néerlandaise, le code belge. Alors c'est vrai qu'il est absent du code de la loi italienne, il est absent du code allemand, mais on le trouve dans la loi suisse. Mais surtout, c'est une disposition qui est devenue incontournable des textes européens. Et je pense que la clause d'exception, finalement, c'est un aveu de modestie de la part du législateur. C'est dire que les règles de conflit de loi mises en place ne sont pas parfaites. Et j'ai un fait pour ce type d'instrument, même si on doit bien reconnaître qu'inscrire noir sur blanc une clause d'exception dans le code, c'est ouvrir la porte à cette fameuse boîte de Pandore, puisque l'expérience belge le montre, nous avons une clause d'exception, et le résultat de l'expérience est décevant. Pourquoi ? Elle était vouée à demeurer exceptionnelle, elle ne l'est pas en pratique. Dans certains domaines comme celui de la filiation, elle est utilisée de manière, je ne dirais pas quasi mécanique, mais c'est devenu un automatisme, c'est loin d'être une bonne chose. Donc il y a là peut-être une mesure de prudence. Certes, c'est un instrument utile, mais il faudrait trouver une formule encore plus restrictive que celle utilisée dans d'autres dispositions. Malgré ces absences, le Code reste une œuvre majeure, parce qu'il propose des règles extrêmement complètes, visant un nombre très important de questions, et ça suscite une interrogation. Que doit-on penser de ce souci du détail ? Alors je ne parle pas de... Je ne propose pas une approche quantitative, parce que c'est vrai que 207 dispositions, je crois que c'est le record européen en termes de codification du délit privé. Mais finalement, ce serait faire un mauvais procès rédacteur du code. La langue du texte, ce n'est qu'un marqueur très relatif. Une autre question beaucoup plus pertinente, c'est la question de savoir si un code aussi précis et détaillé ne comporte pas en germe le risque finalement de trop baliser le terrain,
de ne pas laisser suffisamment de place à l'interprétation, à la créativité, au développement futur du droit. Et je me souviens d'une remarque d'une collègue française, lorsque, en 2003, j'évoquais avec un enthousiasme naïf la joie que j'éprouvais à l'époque de savoir que la Belgique allait se doter d'un code des droits internationaux privés. Elle m'avait dit, mon cher ami, vous rêvez, avec ce code, c'est la fin de la grandeur de notre discipline, nous allons être réduits à enseigner un texte aussi aride que le code de la sécurité sociale. Avec tout le respect que je dois à cet éminent spécialiste du délit privé, je pense que c'est une critique de professeur. Finalement, les praticiens seront ravis de disposer d'un code qui répond à leurs questions, qui se soucie du détail, qui prévoit des dispositions sur des questions très délicates, comme par exemple les remarquables articles 203 et 204 du projet de code qui permettent de déterminer le droit applicable aux mesures provisoires. C'est une question frustrante, très rarement abordée et qui est quasiment insoluble. Et là, on trouve des dispositions. Alors c'est vrai qu'on peut discuter du parti pris. Il y a 2 dispositions, 203 et 204, selon que la mesure provisoire est sollicitée hors l'instance au fond. Au cours de l'instance au fond, les différences sont subtiles entre ces 2 dispositions, mais au moins on a un texte clair et précis sur cette question qui est la plupart du temps ignorée dans les codifications. Ceci n'enlève rien à la pertinence de l'interrogation. Est-ce que la codification ne fait pas naître le risque de paralyser le développement du droit ? Alors c'est vraiment une question ontologique finalement. Est-ce que vous estimez que tout texte juridique est susceptible d'interprétation et que donc même si le texte est très précis et très riche, eh bien il n'empêchera pas le développement futur par le biais de la boisson donc des juges? Ou bien est-ce que vous estimez que certains textes juridiques sont finalement insusceptibles d'interprétation parce qu'ils sont clairs? Je crois que ce qu'on peut constater de manière objective, c'est que le projet du code fait une utilisation assez fréquente de ce qu'on a pu appeler des concepts malléables. Je prends quelques exemples. Livre 1er, règle générale, l'article 21 du projet permet au juge de refuser d'exercer sa compétence lorsque sa saisine porte une atteinte d'une particulière gravité au droit de la défense. Deuxième exemple, toujours dans la partie générale, article 22 du projet. Le juge français, lorsqu'il est saisi en premier, peut néanmoins surseoir à statuer si sa saisine procède d'un manquement à la loyauté procédurale. Dernier exemple, toujours dans le même chapitre, l'article 26, une section remarquable sur les clauses attributives de juridiction, avec vraiment beaucoup d'attention aux questions qui sont controversées dans la pratique jurisprudentielle. Eh bien, l'article 26 permet d'écarter une clause asymétrique lorsqu'elle traduit une exploitation abusive d'un déséquilibre économique. Que constater? D'abord que le projet n'évite pas les questions difficiles. Ce sont des questions qui font l'objet d'hésitation dans la jurisprudence. Et le projet prend parti en proposant des instruments. Alors, ces instruments reposent souvent sur des notions ouvertes. Je crois qu'on peut en tirer 2 conclusions. Le projet est courageux, il affronte ces questions épineuses, qui la plupart du temps sont évitées, ne sont pas abordées dans les codifications nationales. Et ensuite, le juge conserve une marge d'appréciation importante, très importante, je pense. Et ça permet de répondre à une question épistémologique sur la codification. Hein. Vous le savez, le savoir juridique est-il produit par la loi ou par le juge? On voit bien avec ce projet que l'opposition est stérile et que toute entreprise, tout savoir juridique, finalement, c'est le résultat d'une action conjointe du législateur, mais nourri et instruit par la pratique jurisprudentielle. Deuxième enjeu, l'universalisme et le particularisme, c'est une opposition classique qui traverse nos disciplines. Est-ce que le code, dans quelle direction le code va-t-il? On sait que le particularisme, bien, ça consiste à donner au règlement des litiges internationaux une solution en faisant appel à nos législations nationales, alors qu'avec l'universalisme, eh bien, on entend soustraire au droit interne ces questions pour leur donner une solution plus adaptée à leur spécificité. Et il y a un mouvement de balancier dans notre discipline entre les deux extrêmes. Alors, a priori, vous allez me dire, de toute façon, l'adoption d'un code national, c'est l'expression la plus aboutie du particularisme, puisque le législateur va opérer des choix qui lui sont propres, qui sont effectués en tenant compte de sa législation interne, de ses politiques internes, de ses intérêts nationaux. Mais une codification, ça peut être aussi l'occasion de dépasser le particularisme et de confirmer cette vocation de la discipline du délit privé à être un droit de la coordination, un droit voué à organiser de la manière la plus harmonieuse possible la coexistence entre les ordres juridiques. Donc on peut avoir un code qui, malgré son origine nationale, tend dans une certaine mesure à l'universalisme. Et là, que constate-t-on? Alors, je passe très rapidement sur le code belge qui avait fait preuve d'une certaine ouverture, généralisation de la reconnaissance de plein droit de tous les jugements, qui avait, par certains égards aussi, été attentif à ce souci d'universalisme. Je prends un exemple un peu complexe, qui concerne l'accueil des répudiations étrangères. Le code belge de DIP posait comme principe refus d'accueil de ces répudiations étrangères, mais possibilité conditionnelle d'accueillir ce mode de dissolution du mariage prévu en droit étranger à certaines conditions. L'une des conditions, c'est qu'il fallait notamment qu'aucun des époux n'ait possédé la nationalité ou n'ait résidé habituellement dans un État, pas seulement en Belgique, mais dans un État dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage. Donc on avait là
par la biais de l'article 57, un souci d'étendre à d'autres États le souhait d'éviter les réputations touristiques. C'est vrai que d'autres choix du code de DIP en 2004 étaient plus en retrait. Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a un choix majeur de la codification belge qui était finalement assez particulier, en tout cas en 2004. C'était la place très importante accordée à la loi de la résidence habituelle, qui supplantait assez largement la loi nationale. Alors aujourd'hui, ce choix, on pourrait dire qu'il est dans la ligne de ce que fait le DI privé européen, mais à l'époque, en 2004, en privilégiant la résidence habituelle en Belgique, on s'éloignait un peu du concert des nations. Que penser du projet de code français? Je crois qu'il y a de très beaux exemples de cette ouverture, de cet universalisme. Je prends quelques exemples, plus souvent dans la partie générale. L'article 7 alinéa 3, qui vise les lois de police étrangère et qui permet leur application, et pas seulement leur prise en considération. Je crois qu'au regard du recul contemporain des lois de police étrangère, c'est une avancée. L'article 13, c'est plus classique, respecte le droit étranger dans sa normativité intrinsèque, puisqu'il dit qu'il doit être appliqué comme il est dans son ordre juridique interne. Un dernier exemple, l'article 171, reconnaissance de plein droit de tous les jugements étrangers, c'est devenu classique, mais au moins c'est mis noir sur blanc. On trouve néanmoins des dispositions qui interpellent. Je voulais parler de l'article 8 et du maintien du renvoi, mais Cyril Brissal l'a déjà évoqué de manière très claire, a expliqué les raisons qui ont conduit les auteurs du projet à maintenir ce principe de renvoi. Donc, je prends un autre exemple, l'article 17. L'article 17 qui prévoit qu'à défaut de pouvoir fonder la compétence des juridictions françaises sur une autre disposition, cette compétence peut être fondée sur la nationalité française du demandeur ou du défendeur. Alors c'est vrai que c'est une disposition subsidiaire. C'est vrai que l'article 17 nous dit que le demandeur peut renoncer au bénéfice de la règle. C'est vrai que cette règle est écartée en présence d'une compétence exclusive d'une juridiction étrangère. Donc il y a un encadrement de l'article 17, mais ça reste quand même un héritage encombrant dont on avait pu penser qu'il disparaîtrait, n'a pas disparu. Et ce qui étonne le plus, c'est ce maintien de l'article 17 alors qu'il coexiste avec un fort de nécessité. Et l'articulation entre les deux interroge. Je pense que l'article 18, le fort de nécessité, est bien plus dans la ligne de ce qui est accepté aujourd'hui, bien plus dans cette lignée universaliste. Et la subsistance d'un article 17, privilège de nationalité, interroge. Mais je vais m'attarder, pour conclure, au titre de cette opposition entre universalisme et particularisme, sur une des innovations les plus remarquables du projet de code, c'est l'article 5 alinéa 3. Disposition qui est liée à ce qu'on pourrait appeler le principe de reconnaissance. Alors, il y a un langage très prudent, mais qui cache finalement ce qui est une innovation importante. Et pour s'en rendre compte, prenons l'exemple d'un mariage célébré à l'étranger. Il y a une disposition dans le Code sur l'accueil des mariages célébrés à l'étranger, 192, qui reprend une version, disons, nettoyée de l'article 47 du Code civil. Si le mariage célébré à l'étranger ne satisfait pas aux conditions 192, il pourrait être accueilli en France sur base de l'article 5 alinéa 3, si ceci est nécessaire, afin de respecter les prévisions légitimes des parties. Au fond, on retrouve avec quelques différences, ce qui était mis en place par l'article 9 de la Convention de la Haye de 78 sur l'accueil des mariages étrangers. Ces conventions, vous savez peut-être, n'a connu qu'un succès très très mitigé, est en vigueur aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Australie, je pense, c'est tout. Elle n'a pas été signée par les autres États. En France, c'est en vigueur? Ah, excusez-moi. Sur les mariages. Sur les mariages, oui, effectivement. J'ai vérifié hier sur le site de la conférence de la Haye, mais nul n'est à l'abri d'une erreur. Merci Cyril, effectivement, ces conventions de 78, il y en a deux. Celle sur les régimes matrimoniaux était en vigueur en France, celle sur les mariages n'est jamais entrée en vigueur. Et son article 9 disait que le mariage qui a été valablement conclu selon le droit de l'état de célébration est considéré comme tel dans tout état contractant. Alors, l'article 5 alinéa 3 est vraiment une innovation. C'est vrai qu'on trouve un tout début de disposition de ce type dans le code néerlandais, mais qui est beaucoup plus restreint, puisque le code néerlandais parle de l'accueil d'un fait auquel des conséquences juridiques sont rattachées par un droit étranger. Ici, c'est une innovation remarquable. Alors, c'est vrai que c'est très prudent, puisque la situation doit présenter des liens étroits avec l'État étranger, où elle a été constituée ou constatée. Il faut apprécier cette distinction. La reconnaissance doit être nécessaire pour respecter les prévisions légitimes des parties, et l'ordre public peut intervenir. Mais il reste que ce mécanisme possède, à mon sens, un potentiel subversif important. Il pourrait bousculer le bel ordonnancement des textes, assouplir la rigueur des politiques d'accueil. On pourrait dire finalement que c'est l'expression renouvelée d'une comitas, c'est courtoisie, mais plus la comitas gentium, le respect dû aux intérêts des États, mais plutôt la courtoisie fondée sur les intérêts des personnes directement concernées pour le mariage, la comitas matrimoniale. Mais je n'en dirai pas plus parce que mon latin est assez limité. Alors, pour terminer sur ce point, je pense que c'est un portrait brossé trop rapidement. Je pense qu'on doit un petit peu nuancer, je dois nuancer mon propos. Pourquoi? Parce que l'appréciation qu'on peut faire du texte, elle est préliminaire. Comme toujours, il faudra attendre ce que la pratique en fait, pour voir si elle s'empare de cette innovation, pour mesurer l'ampleur qu'elle lui donne. L'article 5.3 pourrait demeurer lettre morte, une belle innovation sans application. Et j'insiste sur ce point parce que le Code belge avait lui aussi introduit
de manière beaucoup plus cachée, réservée, une certaine idée de la reconnaissance. Je vous l'ai dit, nous avons une clause d'exception dans le Code belge, l'article 19. Mais l'article 19 prévoit que dans la mise en œuvre de la clause d'exception, le juge doit tenir compte, je cite, de la circonstance que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de vie privée des États avec lesquels cette relation présentait des liens au moment de cet établissement. C'était donc un des facteurs de mise en œuvre de la clause d'exception. La reconnaissance entrait par la petite porte. Je peux vous dire qu'on est en 2024, ou presque en 2024, je n'ai jamais vu une seule application de la clause d'exception qui tenait compte de cet ajout. C'est resté lettre morte. J'espère que l'article 5 alinéa 3 connaîtra un sort plus enviable. Je termine là. Mon rôle n'était évidemment pas de livrer un verdict définitif sur ce projet très ambitieux, mais partager quelques impressions glanées à la lecture d'un projet de code auquel je souhaite, sous cette forme ou sous une autre, une très longue vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette vision vraiment panoramique, parce que c'est vrai que l'expérience de la codification belge éclaire sous un jour nouveau le projet français.